Un PDG milliardaire est abordé pendant sa pause déjeuner par un petit garçon sourd qui signe quelque chose avant de le désigner d'un geste, le visage triste. Le PDG se tortille mal à l'aise. « Désolé, gamin, je ne comprends pas. » Ce n'est qu'après que son assistante murmure, sous le choc. « Monsieur, il dit que son père lui manque. » Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Grant Ellery sortit de la tour de verre, la mâchoire serrée et son téléphone déjà en train de vibrer à nouveau. Il ne répondit pas, la réunion du conseil avait duré bien plus longtemps que prévu, pleine de sourires crispés et de menaces voilées déguisées en suggestions, le genre de journée où même son costume de luxe ressemblait à une camisole de force. Il fit signe au chauffeur de s'arrêter et descendit le bloc, ignorant l'assistante qui le suivait jusqu'à ce qu'elle le rattrape au feu. « Monsieur, juste pour vous informer que votre rendez-vous de 13h a été déplacé à 14h30. » dit Jules, un peu essoufflé par le rythme imposé par ses talons depuis la semaine dernière, toujours aussi pointilleuse et toujours portant sa tablette comme si c'était son bouclier. « Voulez-vous que je vous prenne quelque chose à votre endroit habituel ? » « Je vais marcher, » murmura Grant en traversant la rue avant que le feu ne change. Il emprunta le parc plutôt que le circuit habituel autour de la place, ignorant les textos qui s'accumulaient. Il avait besoin de 20 minutes sans qu'on lui demande quoi que ce soit. L'air printanier était vif mais agréable, le soleil peinait à réchauffer le vent. Il s'assit sur le premier banc qui paraissait à moitié propre, déballa le sandwich que Jules lui avait remis juste à temps, et se pencha en arrière en essayant de se rappeler ce que signifiait respirer sans tension. À peine avait-il pris une bouchée qu'une ombre se projeta sur lui. Un enfant, pas plus grand que le banc, se tenait là, le regard fixé, vêtu d'un grand manteau d'hiver et coiffé d'une touffe de boucles sombres, sans aucun adulte en vue. Grant attendit un instant, puis jeta un coup d'œil à son sandwich. « Enfant, pas aujourd'hui, et c'est quelqu'un d'autre, » pensa-t-il, mais le garçon ne bougea pas. Il s'avança, rapprocha ses mains en geste fluide, trop rapide pour que Grant puisse suivre, mais manifestement pratiqué et intentionnel. Grant fronça les sourcils, regarda autour de lui pour chercher un parent, mais personne ne semblait veiller sur l'enfant. Le garçon termina sa série de signes, pointa directement sur Grant, puis resta là, le regard fixe. « Je n'ai aucune idée de ce que tu viens de dire, » dit Grant d'un ton plat. Jules arriva alors, s'arrêtant net à la vue du garçon. « Monsieur » hésita-t-elle, puis s'agenouilla légèrement pour croiser le regard de l'enfant. « Il signe » dit-elle doucement. « J'ai compris, merci. » « Non, je veux dire, je pense qu'il a dit que son père lui manque. » Grant cligna des yeux. « Quoi ? » Il avait dit que son père lui manquait. Jules se redressa lentement, sa voix un peu tremblante désormais, puis l'enfant désigna à nouveau vers lui. Le sandwich fut alors oublié sur le banc. Grant fixa le garçon, qui ne dit rien d'autre, se contentant de le regarder, immobile. Il y avait quelque chose d'insolite dans son immobilité, trop sérieux pour un enfant de cet âge, comme s'il attendait quelque chose, une réponse, une réaction, que Grant n'avait ni l'un ni l'autre. « Je pense qu'il y a une erreur, » dit Grant plus fort qu'il ne l'aurait dû. « Je n'ai pas d'enfant. » L'enfant sursauta à peine, puis se détourna et s'élança à travers le passage, se faufilant entre les gens avec la rapidité naturelle d'un enfant habitué à se glisser dans la foule. Jules se mit instinctivement à le suivre, mais Grant lui saisit le bras. « Laissez-le tranquille. » « Mais j'ai dit laissez-le tranquille. » Ils restèrent un instant là, observant la foule d'où l'enfant avait disparu, puis Jules s'éclaircit la gorge. Il savait que ce qu'elle disait n'était pas anodin. Grant se frotta la mâchoire puis se rassit brusquement, ignorant le sandwich à côté de lui. « Tu crois que j'ai un gamin quelconque errant dans Manhattan qui m'appelle son père ? » « Je trouve ça bizarre, » dit-elle, d'un ton triste et légèrement inquiétant, « probablement quelqu'un qui me fait une farce. Les gens sont créatifs pour faire sentir aux riches qu'ils ne valent rien. » Elle ne rit pas, ce qui l'agaçait davantage qu'un éclat de rire aurait pu le faire. Il la fit taire en lui ordonnant de retourner au bureau, annonçant qu'il la rejoindrait un peu plus tard. Il avait besoin d'air et de silence. Cette nuit-là, bien après que les emails aient été traités, que le whisky fut englouti et que son verre se réchauffa, Grant se retrouva allongé sur le dos, fixant le plafond, les yeux ouverts mais sans concentration. La ville bourdonnait dehors, faite de lumière, de mouvement et de vie qu'il ne touchait plus. Il n'y pensait plus, pas à l'enfant, mais à Riley. Diz en avait pas émoussé ses arêtes. Elle était le genre de femme qui restait à tes côtés parce qu'elle ne te laissait jamais oublier ses convictions, d'une honnêteté implacable, jamais intéressée par les jeux.
Ils se disputaient constamment, lui poursuivaient le sens, elle le peignait dans un studio minuscule ressemblant à une boîte à chaussures, embaumée de térébenthine et de café, et lui s'asseyait par terre rien que pour l'écouter parler de lumière et de texture. Il quitta Riley après la pire dispute qu'ils eussent jamais eue. Elle lui avait dit qu'elle était enceinte, lui avait répondu qu'il ne pouvait être à la fois père et bâtir un empire. Elle lui avait alors conseillé d'aller construire son empire, puis, 2 mois plus tard, lui annonça qu'elle avait perdu le bébé. Ce fut leur dernière conversation. Il ferma les yeux, tentant de chasser l'image de l'enfant de son esprit, cette posture rigide, la façon dont il pointait du doigt comme si cela signifiait quelque chose, comme s'il savait quelque chose que Grant ignorait. En se lamentant, Grant s'était persuadé que c'était le stress, une coïncidence, un tour de l'univers, ou un enfant jouant à des jeux, ou peut-être simplement l'un de ces moments qui semblent plus significatifs qu'ils ne le sont en réalité. Il versa son café, s'habilla et subit 3 réunions avant d'appeler finalement Jules dans son bureau. « Je veux que tu enquêtes sur quelque chose, » dit-il sans préambule. « L'enfant d'hier. Voici, nous pouvons découvrir qui il est, dans quelle école il va, n'importe quoi. » Jules haussa un sourcil. « Pourquoi ? Je n'aime pas les fins en suspens. » Elle le regarda sans discuter. « Une idée part où commencer ? » Il signe, donc il est probablement sourd. Commence par les écoles à proximité. Utilise toutes les ressources nécessaires, mais reste discrète. Tu penses vraiment qu'il t'a pris pour son père ? Grant ne répondit pas tout de suite. Il regarda par la fenêtre, où la ville s'étendait comme une machine trop grande pour ralentir. Peu importe ce que j'en pense, trouve-le. Jules hocha la tête et partit. Grant resta immobile, se répétant que c'était une question de responsabilité, de réputation, un malentendu qu'il voulait clarifier avant que tout ne dégénère. Mais même en se répétant ces mots, il savait que ce n'était pas vrai. Jules retrouva l'enfant mercredi. Elle frappa à la porte du bureau de Grant et entra sans attendre, tenant un dossier en papier manie comme s'il risquait d'exploser s'il était ouvert trop vite. Grant était derrière son bureau, triant des contrats qu'il n'avait aucune intention de signer ce matin-là. Les papiers à peine bougeaient lorsqu'il leva les yeux. « Il y a une école à 3 pâtés de Maison du Parc, » dit Jules. « Une école privée, petite, spécialisée dans les enfants sourds ou malentendants. J'ai appelé en prétendant être un parent intéressé et j'ai demandé à faire une visite guidée. Ça correspond, je l'ai vu sur leur site. » Grant ne demanda pas comment elle avait contourné les barrières de confidentialité. Elle était futée, c'est pour cela qu'il l'avait embauchée. Il posa les papiers et fit signe pour le dossier. À l'intérieur se trouvait une photo granuleuse de l'équipe, un plan de l'école et une image recadrée de l'enfant provenant d'une bannière de collecte de fonds aux mêmes boucles, même visage. Il la regarda plus longtemps qu'il ne l'aurait dû. « J'ai programmé une visite, » dit Jules. « Il pense que vous souhaitez faire un don. » Il hocha la tête une fois. « Bien, allons-y demain. »« Tu es sûr de ça ? » ?»« Non, mais j'y vais. » Ils ne parlèrent guère pendant le trajet. Grant était assis à l'arrière, le dossier ouvert, lisant les détails. Il savait déjà que l'endroit comptait 25 élèves, que la plupart du personnel était bilingue en ASL et en anglais, et que le programme se concentrait sur l'apprentissage visuel. Rien de tout cela n'avait d'importance, il ne se préoccupait que de l'enfant. Ils arrivèrent juste avant midi. Un membre du personnel les accueillit à la porte, gai et trop reconnaissant pour l'intérêt supposé qu'il portait à la mission visionnaire de l'école. Grant la laissa parler, il hocha la tête quand il le fallait, offrit un sourire crispé sur demande, et la suivit dans les couloirs jusqu'à ce qu'il passe l'aire commune. Il s'arrêta en plein milieu. Là, l'enfant était assis en tailleur sur le sol, entouré d'autres enfants, construisant une tour précaire de blocs en plastique. Ses mains bougeaient sans cesse, faisant des gestes vers une fille à côté de lui, puis vers la structure. La fille signait quelque chose en retour. Il esquissa un sourire. Grant n'arrivait pas à se rappeler avoir respiré. Il resta immobile jusqu'à ce que l'enfant lève les yeux. Leurs regards se croisèrent pendant moins d'une seconde, puis l'enfant se leva, s'approcha sans un mot, s'arrêta à quelques mètres et leva de nouveau les mains, cette fois lentement et délibérément. Grant l'observa, figé. Jules chuchota à côté de lui, à peine assez fort pour être entendu. Il signa, « Pourquoi as-tu quitté maman ?» Le couloir semblait trop silencieux. L'enfant attendait, les mains toujours levées. Lorsque Grant ne répondit pas, il les laissa retomber et recula, sans colère, sans éclat, juste avec la déception la même que dans le parc, mais plus profonde, comme si quelque chose s'était fissuré et était parti en silence avant que Grant ne puisse parler. Un membre du personnel arriva au coin du couloir en appelant le prénom de l'enfant. « Théo,
Retourne en classe, s'il te plaît. Théo ne protesta pas, jeta un dernier regard à Grant, se détourna et regagna le couloir. Grant n'acheva pas la visite. Il remercia la femme, dit qu'il resterait en contact, et partit avec Jules tout près derrière lui. Dehors, elle hésita près de la voiture. « Ça va ? » « Non. » Ils roulèrent en silence. De retour au bureau, Grant resta longtemps près de la fenêtre, observant la ville bouger sans lui. Jules resta dans l'embrasure de la porte, incertaine de rester ou de partir. « J'ai besoin que tu fasses encore une chose, » dit-il enfin. « Découvre discrètement qui vient le chercher à l'école. Ça risque d'être compliqué, mais j'essaierai. » Elle hocha la tête et partit sans un mot de plus. Cette nuit-là, Grant se versa un verre et s'installa dans son appartement, les lumières tamisées, tentant de comprendre le nœud dans sa poitrine. Il ne cessait de revoir l'enfant, Théo. Rien que ce nom faisait vibrer ses pensées. Cela aurait pu être une coïncidence cruelle, sauf que non, ce ne l'était pas. Il se rappelait la dernière fois qu'il avait vu Riley. Elle se tenait au bord de son studio, les mains sur les hanches, le visage dur. Elle lui avait dit qu'elle était enceinte et il s'était effondré, paniqué ou peut-être, mais aussi en colère, non pas contre elle, mais face à l'idée de perdre le contrôle, face à sa manière d'en parler comme si c'était une raison de se réjouir. Il n'avait pas prévu d'être père, il ne savait même pas par où commencer. Ils s'étaient disputés, des mots forts, brutaux. Il lui avait dit qu'il n'était pas prêt, elle lui avait dit qu'elle en avait assez d'attendre qu'il soit plus qu'un chèque en costume. 2 mois plus tard, il reçut un email. Elle a perdu le bébé. Elle n'appela pas, ne voulut pas parler, juste un message froid. Il ne répondit pas, se disant que c'était terminé, qu'ils avaient évité un désastre, mais il ne cessa jamais de penser à elle, ni à ce qui aurait pu être. Le lendemain matin, Jules apporta des nouvelles. « Il y a un concierge à l'école, » dit-elle d'un ton amical, qui aime discuter. Je lui ai glissé une carte cadeau. Il dit que Théo est récupéré chaque jeudi par une femme, une artiste d'une 40aine d'années, peut-être du nom de Riley Dawson. Grant s'assit lentement. « Alors elle a menti, » dit-il. Jules ne répondit pas, se contentant de le regarder. Il n'avait pas besoin qu'elle le confirme. Bien sûr, elle avait menti, elle avait perdu le bébé le même jour où il s'était éclipsé. Il n'avait jamais vu de preuves, il ne l'avait jamais demandé, et elle ne l'avait jamais proposé, probablement parce qu'elle ne voulait pas lui laisser la chance de se retirer une seconde fois. Il pensa au visage de Théo, à la manière dont il attendait, comme s'il posait une question dont il connaissait déjà la réponse. Cet enfant, c'était son fils. Jeudi arriva. Grant n'avait pas besoin d'arriver en avance, son agenda avait été mystérieusement vidé par Jules, qui n'avait pas dit pourquoi mais avait laissé derrière elle un regard complice. Il se tenait en face de l'école, juste avant la fin des cours, col relevé, lunettes de soleil baissées, observant une file de parents se déplacer aux portes, des voitures en attente sur le trottoir, puis il la vit. Riley n'avait pas beaucoup changé. Ses cheveux étaient plus courts, plus foncés. Elle portait un jean taché de peinture et une veste en dénime, un sac fourre-tout jeté sur l'épaule. Elle marchait avec le même rythme régulier qu'il se rappelait. Théo courut vers elle et elle s'agenouilla pour l'embrasser, écartant une boucle de cheveux de son front. Elle n'aperçut pas Grant, qui resta là, immobile, pas prêt à parler, se contentant d'observer. Théo pointa en direction de l'école et signa quelque chose. Riley répondit d'un petit rire. Ils se détournèrent et s'éloignèrent, main dans la main. Grant ne les suivit pas encore. Grant attendit 3 jours de plus avant de faire un geste. Il vérifiait l'heure quand la fin des cours approchait, scrutait les rapports de trafic qui n'avaient aucune importance, sans vraiment vérifier quoi que ce soit en particulier. Riley restait à la périphérie de ses pensées, se glissant dans chaque moment de calme. Il ne pouvait se défaire du regard de Théo lorsqu'il signa cette question, qui tournait en boucle, silencieuse mais pressante, comme une conversation jamais terminée. Vendredi après-midi, Jules glissa un prospectus sur le bureau de Grant sans qu'on le lui demande. Elle a un stand à la foire d'art de Westside demain, sous le nom du studio Dawson. Grant le fixa. Tu l'as trouvé par hasard. Elle haussa légèrement les épaules. On appelle ça l'initiative. Il ne dit pas merci, mais elle esquissa un sourire en partant, le laissant avec ce prospectus. Samedi arriva rapidement et le ciel était clair. La foire s'étalait sur une étroite portion de rue bloquée, bordée de tables pliantes et de toiles tendues. Grant portait à nouveau des lunettes de soleil, sans costume pour une fois, juste une veste et un jean simple, bien que ses chaussures le trahissent encore.
Il se déplaçait lentement dans la foule, inspectant chaque stand, ignorant les artistes qui l'invitaient jusqu'à ce qu'il remarque celui où des toiles en désordre étaient appuyées contre des caisses et une petite table d'exposition présentait des cartes postales et des épinglettes en argile. Riley se tenait derrière, parlant avec un couple âgé, tenant une tasse, hochant la tête comme si elle avait répété la même phrase 100 fois ce jour-là. Ses cheveux, décoiffés par le vent, étaient partiellement relevés, tachés de peinture. Elle rit de quelque chose dit par la femme, jeta ensuite un regard par-dessus le couple et son expression changea. Elle ne dit rien jusqu'à ce que les clients se dispersent, puis ramassa un chiffon et commença à essuyer une tache inexistante sur la table. Ne s'attendant pas à ce que l'élite milliardaire s'intéresse à l'art de rue, Grant s'arrêta devant son stand, les mains dans les poches de sa veste. Il ne s'attendait pas à ce que l'artiste de trottoir soit encore aussi têtu. « Je suis constante, » dit-elle, sans le regarder. « Que veux-tu ? » « Je veux parler, juste un instant. » Elle ne répondit pas immédiatement, mais ne s'éloigna pas non plus. Après une longue pause, elle fit un geste vers le tabouret vide à côté d'elle. Il ne s'assit pas, ne pensant pas qu'elle souhaitait vraiment qu'il le fasse. « Je l'ai vu, dit-elle. Théo. Maman. » Elle le regarda. « À l'école, au parc. Je ne l'avais pas prévu la première fois, mais je l'ai retrouvé après que tu m'as dit que tu avais perdu le bébé. »« J'ai perdu quelque chose, » dit-elle sèchement. « Toi, ce n'est pas la même chose, et tu le sais. » Son visage resta impassible. « Tu avais clairement dit que tu ne voulais pas être père. » J'étais dévasté, j'avais peur, je ne m'étais même pas permis de réfléchir assez longtemps pour savoir ce que je voulais. Et puis j'ai reçu un email disant que c'était fini, qu'il n'y avait plus de bébé. J'ai pensé que c'était la fin. Tu voulais, tu es parti en premier. Moi, je ne suis pas parti, j'ai couru, et je le regrette chaque jour. Pendant un instant, elle parut fatiguée, posa le chiffon, s'adossa à la table et garda son regard fixe. Et maintenant ? Tu découvres que tu as un enfant et tu veux soudainement une seconde chance. Je veux une chance, je veux être dans sa vie. Il ne te connaît pas. Tu es une étrangère qui s'est éclipsée avant même sa naissance. Il savait quelque chose, dit Grant. Il m'a abordé dans le parc en disant qu'il lui manquait son père, il m'a pointé du doigt. Riley. Comment pourrait-il le savoir? Elle resta muette, la bouche entr'ouverte puis refermée. Je ne lui ai jamais rien dit à ton sujet. Je ne lui ai jamais montré de photo. Il a vu une photo par hasard, une que j'avais oublié de jeter. Peut-être était-ce ça, ou peut-être voulait-il simplement quelque chose qu'il n'avait pas. Je veux arranger ça. Tu ne peux pas réparer 10 ans avec un chèque et des excuses. Je n'offre pas un chèque, je demande du temps. Laisse-moi passer une semaine avec lui, c'est tout ce que je demande. Une semaine? Une semaine de quoi? Sa voix se fit plus aiguë. De jet privé et de dîner de steak. Théo ne se soucie pas de ta richesse, et moi non plus, pas pour l'instant. Je veux juste apprendre à le connaître, passer du temps, être une personne réelle dans sa vie. Elle l'observa longuement, les bras croisés, puis, et quand la semaine sera finie, tu décideras si tu penses que je ne lui conviens pas. Je m'en irai, mais au moins laisse-moi essayer. Elle expira lentement, secoua la tête une fois. D'accord, une semaine, mais il y a des règles. Pas d'entourage, pas de presse, pas d'assistance. Si tu foires, tu n'auras pas une seconde chance, compris? Et tu ne lui dis pas qui tu es, pas encore. Grant hésita. Pourquoi? Parce qu'il te pense déjà comme quelqu'un qui lui manque. Ne le prouve pas trop vite. Le lundi après l'école, Grant se présenta avec un nœud à l'estomac et un sac de livres, n'étant même pas sûr que Théo apprécierait sa présence. L'enfant le rencontra dans la cour de l'école, main dans la main avec Riley, et lui fit un signe prudent. Grant fit un geste de la main et s'agenouilla pour être à leur hauteur. « Salut, Théo, dit-il. Ça te dérange si je traîne avec toi un moment ?» Théo se tourna vers Riley, qui fit un petit hochement de tête, puis il se retourna et sourit, sans tout à fait faire confiance mais sans avoir peur non plus. Ils commencèrent doucement, une promenade dans le parc, ensuite un chocolat chaud et des gribouillis sur une serviette en papier. Grant l'observa signer des choses qu'il ne comprenait pas, attrapant un mot sur 3, essayant quand même. Ce soir-là, il rentra chez lui et se mit à regarder des vidéos d'ASL sur YouTube jusqu'à 2 heures du matin. Mercredi, il commençait à maîtriser les bases. Théo commença à lui enseigner des signes pendant la pause déjeuner, le corrigeant lorsqu'il se trompait, parfois avec un soupir dramatique ou un roulement d'yeux exagéré. Grant se mit à porter un carnet de poche et notait ceux qu'il oubliait. Riley envoyait des mises à jour en court clip par texto.
Théo disait qu'il s'amusait aujourd'hui, Théo demandait si tu venais demain. Jeudi, Grant aidait chaperon lors d'une sortie scolaire au musée d'histoire. Il se retrouva à tenir un clipoard et à gérer 4 enfants, dont l'un léchait une vitrine et un autre essayait sans cesse d'échanger ses chaussures avec des inconnus. À un moment donné, Théo lui tendit une épée en plastique du magasin de souvenirs. Avant que Grant ne puisse protester, il se retrouva au milieu d'une bataille de mousse avec 2 écoliers de première et une enseignante très déterminée qui ne montrait aucune pitié. Il reçut un coup au genou et les enfants applaudirent. Théo se plia en deux en riant silencieusement, bien que le son se fût fait entendre dans la manière dont il applaudissait et signait pour en avoir encore. De retour à l'appartement de Riley, ils mangèrent de la pizza sur le sol. Théo pointa du doigt les fils de fromage et signa, dégoûtant, tout en mangeant joyeusement 4 parts. Alors que la nuit s'achevait, Grant était assis sur le canapé avec une bande dessinée, tandis que Théo était allongé sur le tapis, feuilletant les pages à côté de lui. Riley les regardait depuis la cuisine, les bras croisés, ni vraiment souriante ni en colère. « J'ai oublié ce que ça faisait de ressentir, » dit Grant. « Ça ne dure pas, » répondit-elle, « mais quand c'est bien, tu t'en souviens. » Il jeta un coup d'œil à Théo qui avait commencé à dessiner dans les marges de la bande dessinée. « Je ne veux pas oublier ça. » Riley hocha la tête une fois, puis « Ne gâche pas ça. » Grant prolongea la semaine avant même qu'elle ne se termine. Il ne prononça pas ces mots à voix haute, mais tout le monde autour de lui pouvait voir qu'il avait arrêté de programmer des vols, arrêté de répondre aux appels. Jules prit en charge la gestion de son agenda, éliminant tout ce qui n'était pas essentiel. Quand un membre du conseil tenta de faire des remous, Grant envoya un bref message disant « Je m'en occuperai la semaine prochaine, je suis avec quelqu'un d'important. » Cela calma la situation pendant un moment. Il restait encore maladroit, trop formel parfois, comme s'il n'arrivait pas à se détendre complètement dans ce que cela devenait, mais il essayait. Il se présentait chaque matin avant l'école pour accompagner Théo dans le bloc, et l'après-midi pour le récupérer quand Riley ne pouvait pas. Ils avaient désormais des routines, des plaisanteries intimes sur les encas préférés de Théo, des débats sur le super-héros au meilleur pouvoir, des jeux de main silencieux en attendant le bus. Grant apprenait à vivre à un rythme qui n'était pas fondé sur le profit ou les résultats. Il apprenait à ralentir. Théo ne facilitait pas les choses. Il posait des questions directes, corrigeait constamment l'ASL de Grant, grognait quand celui-ci signait mal devant ses camarades, et faisait des grimaces exagérées quand il essayait de penser à un signe qu'il ne connaissait pas. Mais il continuait d'apparaître, attirant Grant vers ce qui comptait vraiment, et, de temps en temps, quand il croyait que personne ne regardait, Théo lui souriait, comme s'il était exactement là où il devait être. C'est Jules qui trouva Madame Cordova, une interprète retraitée qui dirigeait un petit studio de langue au-dessus d'un atelier de réparation de vélos à Brooklyn. Quand Grant se présenta à sa première leçon, elle le regarda de haut en bas, lui dit que sa posture était arrogante et ses expressions faciales paresseuses, puis elle l'installa avec une pile de cartes de vocabulaire et signa pour lui pendant 45 minutes sans s'arrêter. Elle était implacable, sans excuses et absolument brillante. Théo l'adorait, il venait à chaque séance, quand l'école le permettait, s'asseyait à côté de Grant, les jambes balançant et les doigts agiles. Madame Cordova les fit pratiquer ensemble, Théo posant des questions, Grant peinant à trouver les réponses, tous deux tâtonnant vers quelque chose de réel. À la 3e séance, Grant réussit à former une phrase complète sans pause, et à la 5e, il surprit Théo, rayonnant, parce que Grant avait signé une blague correctement et assez vite pour capter le timing. Hors du studio, la vie ne ressemblait à rien de ce dont se souvenait Grant. Un matin, il prépara des pancakes, faillit les brûler, et Théo prit le relais pour les retourner avec un soupir exagéré. Ils allèrent au parc et jouèrent au ballon jusqu'à ce que les chaussures de ville de Grant cèdent. Le lendemain, il acheta des baskets, ils se rendirent à la bibliothèque et empruntèrent des livres d'histoire du coucher avec des guides ASL à l'arrière. Le soir, Grant lisait pendant que Théo signait, le corrigeant lorsqu'il omettait un geste ou utilisait une mauvaise forme de main. Un soir, alors qu'ils étaient assis par terre, entourés de livres illustrés et de bols de céréales vides, Théo tapa sur le genou de Grant et signa lentement. « Tu m'aimes bien maintenant ?» Grant ne répondit pas immédiatement, il attrapa son carnet puis ne l'ouvrit pas. Il regarda Théo et signa, avec soin et délibération. « Je t'ai toujours aimé, je ne te connaissais juste pas encore. » Théo hocha la tête une fois, puis attrapa un autre livre. Il ne demanda rien d'autre. Riley les regardait depuis l'embrasure de la porte, une main reposant légèrement sur le cadre. Ces jours-là, elle parlait peu, laissant les choses se dérouler dans un silence mesuré, son expression indéchiffrable la plupart du temps, mais elle restait proche.
Elle s'assurait que Grant avait des gants supplémentaires pour Théo dans son sac quand le temps se faisait froid, lui remettait des tranches de fruits frais pour le déjeuner de Théo le matin, de petites attentions, des approbations silencieuses. Elle continuait à peindre, quoique moins souvent. Le soir, quand Théo dormait et que Grant était parti, elle travaillait dans l'arrière-boutique, casque sur les oreilles, pinceau à la main, ou parfois, elle s'asseyait simplement à la table et fixait la toile vierge, trop fatiguée pour commencer. Cela faisait des années qu'elle faisait cela seule, se battant contre les conseils scolaires pour obtenir un soutien supplémentaire, se disputant avec les compagnies d'assurance pour les services auditifs, travaillant sur des commandes tard dans la nuit juste pour les loger et les nourrir. Maintenant, elle se tenait au bord de quelque chose de différent, quelque chose d'incertain. Un après-midi, Grant rejoignit la classe de Théo pour une autre sortie scolaire, cette fois vers un jardin botanique à la périphérie de la ville. Jules l'avait aidé à préparer trop de collations, comme d'habitude, et l'avait fait promettre de ne pas porter quoi que ce soit marqué « nettoyage à sec uniquement ». La sortie commença bien, Théo resta proche, fier que Grant soit là, désignant différentes plantes et l'entraînant dans des conversations avec ses camarades. Mais en cours de route, le chaos éclata lorsque l'un des enfants tenta de grimper dans l'étang à carpe et glissa. Dans la cohue, Grant se retrouva à tenir un sac à dos trempé, à consoler un enfant en pleurs à cause d'une chaussure perdue, et à suivre un guide qui essayait de tous les rassembler sur le chemin. À un moment, il fut frappé à la poitrine par une pomme de pin tombée et poussa un cri qui fit rire Théo à en avoir du mal à respirer. Plus tard, alors qu'il mangeait des pommes sur un banc, Théo signa. « Tu n'es pas très doué pour les sorties scolaires. » Grant signa en retour. « Je suis excellent pour les sorties scolaires, juste pas pour les étangs à poissons. » Théo haussa les épaules, comme s'il acceptait l'excuse pour le moment. Ce soir-là, alors que Grant les raccompagnait, Riley s'arrêta juste devant leur immeuble, les bras croisés, veste bien serrée malgré le froid. Elle le regarda comme si elle hésitait à dire quelque chose. « Tu le fais aimer, dit-elle finalement. Ne disparais plus. Je ne vais nulle part. Tu dis ça maintenant, et je le pense vraiment. » Elle ne hocha pas la tête, ne dit pas merci, resta là jusqu'à ce que Théo lui tire la manche et signe pour le dîner. Elle se tourna, suivit son fils à l'intérieur et ne regarda plus en arrière. Grant observa la porte se refermer. Il resta sur le perron un moment de plus, les mains dans ses poches, l'esprit parcourant tout ce qu'il n'avait pas dit. Son téléphone vibra. Il faillit l'ignorer, puis le sortit et vit le nom de son directeur financier. Il la laissa sonner, et une minute plus tard, un message apparut. « Tu dois m'appeler maintenant. Il se passe quelque chose au conseil, quelqu'un remue les choses. » Il regarda l'écran, puis les fenêtres sombres au-dessus desquelles il savait que Théo riait de quelque chose de petit et simple. Il envoya un texto à Jules. Poussé tout de côté encore quelques jours. Mais la tension dans sa poitrine était revenue, et cette fois, elle ne voulait pas disparaître. Grant n'était pas retourné à son penthouse depuis plus d'une semaine. Il entra juste après le lever du soleil, s'attendant à du calme, mais trouva son directeur financier debout au milieu du salon, tenant 2 téléphones et parlant dans les 2. L'endroit ressemblait à une salle de guerre, des documents éparpillés sur la table à manger, des tasses de café partout, et l'écran géant au mur affichant un ticker boursier en direct. Ce n'était pas le désordre qui le surprit, c'était la rapidité, la manière dont tout avait bougé sans lui. « Tu as enfin rappelé ton adresse », dit le directeur financier sans lever les yeux, lui tendant l'un des téléphones. « Tu dois parler à Marcus, il rallie des votes. » Grant ne prit pas le téléphone. « Des votes pourquoi ? » ?»« Pour ton siège. Ils disent que tu as abandonné la compagnie. Personne ne t'a vu depuis 10 jours, sauf sur des photos avec un élève de première. Ce n'est pas juste un élève de première, peu importe qui il est, le conseil s'en sert. Tu ne diriges plus rien, Grant. C'est tout ce qui compte. » Il passa outre, se dirigea directement vers les fenêtres. La ville dehors semblait identique, implacable, scintillante, indifférente. Il poussa un soupir, se retourna vers Jules. « Où est-elle » Le directeur financier cligna des yeux. « Je ne sais pas, je travaille sur le damage control, j'imagine. Dis-lui de venir me voir au bureau, je veux qu'elle gère tout jusqu'à nouvel ordre. » « Excusez-moi, vous m'avez entendu ?» dit Grant en attrapant une tablette sur le canapé et en feuilletant ses emails. « Elle sait comment réagir, elle connaît les chiffres et elle n'a pas l'intention de me remplacer. » Le directeur financier sembla vouloir argumenter, mais se ravisa. Il passa un appel. Grant prépara un sac avant de repartir. Il prit l'ascenseur sans dire un mot, s'installa dans la voiture sans adresser un mot au chauffeur, et regarda le paysage urbain se fondre à travers les vitres teintées.
Il ne vérifia pas les marchés, n'appela pas le conseil, il envoya simplement un message à Riley. « Puis-je le voir plus tard ?» Elle ne répondit pas. Il se présenta quand même. Riley ouvrit la porte, les bras croisés. « Tu as disparu. » « On m'a rappelé. »« Je ne reste pas disparu. »« Rappelé par quoi ?»« Par ton empire. » Je devais vérifier quelque chose, me rappeler que ce n'était pas permanent. Grant ne répondit pas. Théo apparut derrière elle, tenant un dessin qu'il avait fait. Grant s'agenouilla, prit le dessin en murmurant un silencieux merci et sourit en voyant que c'était un croquis maladroit. Pendant qu'il mangeait des pancakes, il les tenait plus longtemps que nécessaire. Plus tard, ce soir-là, alors que Riley rangeait après le dîner, Grant s'assit à côté de Théo et l'aida à trier les pièces d'un puzzle. Le garçon était plus silencieux que d'habitude, pas de blagues, pas de correction de ses signes, juste du silence et des gestes tièdes. À un moment, il tira sur la manche de Grant et signa lentement « Tu repars ?» Grant secoua la tête et signa en retour « Non, je te le promets. » Théo ne répondit pas, il se pencha simplement contre Grant un instant, puis retourna au puzzle. La promesse flottait dans l'air et ne semblait pas suffisante. Ce soir-là, après avoir couché Théo, Grant trouva Riley assise à la table de la cuisine, les bras croisés, l'expression impénétrable. « Tu le fais te fier à toi, dit-elle. C'est dangereux si tu ne restes pas. Je t'ai dit que je ne m'en irai pas. Tu dis ça et ensuite tu disparais pendant 30 heures, sans message ni explication, ce n'est pas quelque chose qu'un enfant oublie. Je ne suis pas parfait, je n'essaie pas de l'être, mais je suis là et je veux continuer à l'être. » Riley secoua la tête, lentement et avec lassitude. Il a besoin de plus qu'un homme qui veut être là quand c'est commode, je sais. Grant sortit la chaise en face d'elle. J'essaie de comprendre comment rendre cela permanent, même si tout le reste brûle. Elle le regarda, vraiment cette fois, qu'est-ce qui se passe? Il y a de la pression de la part de mes investisseurs du conseil, ils essaient de me forcer à partir. Alors va te battre, dit-il. Je vais me battre, mais pas aujourd'hui. Elle ne lui dit pas de partir, c'était suffisant. Ce fut plus tard, dans la même nuit, juste après minuit, quand le faible cri de Théo les réveilla tous les deux. Riley l'atteignit la première, Grant le suivit de près. Théo était allongé raide dans son lit, le corps tendu, les yeux grands ouverts de confusion. Riley toucha son visage, mais il ne réagit pas comme d'habitude. Grant s'agenouilla à côté de lui, appela son nom, agita doucement une main devant son visage, rien. Puis, sans prévenir, Théo s'affaissa, non pas endormi, mais hors de portée de la voix de Riley qui s'était adoucie, il y a quelque chose qui ne va pas. Grant ne perdit pas de temps, il souleva le garçon, couverture et tout, et le porta hors de la porte. Riley composait déjà un numéro tandis qu'il courait vers la voiture. La salle d'urgence était un flou de tests et de questions hachées, de machines bipantes doucement et de lumière blanche qui rendaient tout plus froid. Un médecin en blouse arriva enfin, après ce qui sembla être des heures. Il parla avec précaution, essayant d'atténuer le coup. Vio avait fait une syncope causée par une chute de tension, mais ce n'était pas la principale préoccupation. Il y avait des anomalies, il voulait effectuer d'autres scans, quelque chose n'était pas en ordre. Grant écouta sans interrompre, Riley agrippait le brancard d'hôpital comme si elle se préparait à une chute. Plus tard, les spécialistes arrivèrent et expliquèrent la suite. La surdité de Théo n'était pas causée par un dommage à l'oreille externe, mais par quelque chose de plus profond, une affection nerveuse dégénérative, à progression lente, difficile à suivre. Elle s'était probablement aggravée avec le temps sans signe visible. Il ne savait pas à quelle vitesse cela évoluerait. Il y avait des risques, coordination motrice, équilibre, voire mémoire. Un traitement expérimental existait, encore en phase précoce, non approuvé aux États-Unis, disponible via une clinique privée à l'étranger, mais cela coûterait une fortune et il n'y avait aucune garantie de succès. Grant n'hésita même pas, j'achèterai cette fichue clinique s'il le faut. Les médecins firent une pause puis hochèrent la tête. Ils lui donnèrent des contacts, des options, une longue liste de réserves dans le couloir, tandis que Riley remplissait des formulaires. Grant s'assit sur un banc, fixant le sol. Jules appela, il ne répondit pas, elle appela de nouveau, il décrocha aux 3e sonnerie. « Je m'éloigne, dit-il. Tu gères les choses jusqu'à ce que je dise le contraire. » Un silence suivit. « Tu es sûr ? Je ne reviendrai pas tant que je n'aurai pas réglé ça. » Jules ne répliqua pas. « Alors je maintiens la ligne. » Grant raccrocha et se pencha en avant, les coudes sur les genoux. Une infirmière passa, le sol poli sous ses chaussures brillait comme de l'eau. L'avenir de Théo venait de changer, et le sien aussi.
La chambre d'hôpital paraissait trop silencieuse après le diagnostic. Les machines bourdonnaient doucement, les infirmières entraient et sortaient avec une efficacité délicate, mais l'esprit de Grant filait déjà bien en avance. Dès que les médecins mentionnèrent la clinique à l'étranger, il décida qu'il n'y aurait pas d'hésitation, pas de peser des pour et des contre, juste de l'action. Jules reçut un appel à minuit et une liste d'instructions qui aurait fait démissionner n'importe quel autre assistant sur le champ. Elle ne posa pas de questions, se mit simplement à tirer les ficelles. Au lever du soleil, Grant avait les noms de 3 spécialistes en Suisse, un jet privé en attente et une pile de documents juridiques sur son bureau à traduire en urgence. Riley se tenait au pied du lit de Théo, les bras croisés, les yeux fixés sur le rythme lent de sa respiration. Elle avait à peine parlé depuis la consultation. Grant lui tendit un café qu'elle ne but pas et la mit au courant, alors que les pièces s'imbriquaient. Rendez-vous, transfert, logistique, faille d'assurance. Il lui raconta tout parce que c'était la seule chose qu'il pouvait contrôler. « Je m'occupe de tout », dit-il. « Voyage, traitement, hébergement, quoi qu'il en coûte. » Elle ne le regarda pas. « Bien sûr que tu t'en occupes. » Il ne répondit pas immédiatement. « Je ne fais pas ça pour me sentir mieux, tu es sûr ?» Sa voix était basse et sèche. « Parce que j'ai l'impression que tu essaies de t'acheter 10 ans de rien. » « Je n'essaie pas de réparer le passé, » dit-il, plus doucement. « J'essaie de lui offrir un avenir. » Cela la fit taire, non pas parce qu'elle le croyait complètement, mais parce qu'une partie d'elle le voulait. Elle se retourna enfin pour le regarder ou pas avec confiance, pas encore, mais sans la même résistance. Théo bougea légèrement dans son lit en murmurant quelque chose de trop doux pour être entendu. Riley s'approcha de lui et lui passa une main dans les cheveux. Grant sortit et passa un autre appel. En 48 heures, tout était organisé. La clinique avait accepté de recevoir Théo pour une évaluation préliminaire, les implants seraient conçus sur mesure, la première phase du traitement débuterait dans le mois. Ce serait long, compliqué et coûteux. À New York, les médias s'en furent. La première photo apparut sur un bloc de potins, montrant Grant quittant l'hôpital, Riley juste derrière lui. Puis vinrent les questions. Qui était ce garçon? Pourquoi le PDG reclus avait-il quitté son entreprise? Pourquoi avait-on vu ce garçon sortir d'une clinique pour enfants au lieu d'une salle de conseil? Le véritable coup fut porté 2 jours plus tard, lorsque des paparazzis encerclèrent Riley devant l'école de Théo. Quelqu'un les avait renseignés. Théo se figea, submergé par les flashs des caméras, et cria des questions. Riley le serra contre elle, essayant de signer pour le calmer, mais cela ne fonctionna pas. Un enseignant accourut pour aider et ils entrèrent à l'intérieur, mais les dégâts étaient déjà faits. Ce soir-là, Riley se présenta à la porte de Grant, furieuse, sans attendre qu'on l'invite. « C'était ton idée de discrétion? De laisser toute la ville savoir pour que tu puisses avoir l'air d'un héros? Je n'ai rien dit à personne. » Alors comment ont-ils appris? Grant n'eut pas de réponse. Il n'avait dit un mot à la presse, pas plus que Jules, mais quelqu'un l'avait fait. Riley arpentait la pièce, toujours tremblante. « Tu l'as entraîné dans ton désordre, tu t'es servi de lui. » « Non, je ne l'ai pas fait, » répliqua fermement Brandt. « J'ai gardé cela secret, je n'ai même pas raconté toute l'histoire au conseil. Puis, quelqu'un de proche de toi l'a fait, parce que ça n'arrive pas comme ça. » Plus tard dans la nuit, Jules traça la fuite jusqu'à un membre du conseil. Un coup calculé pour peindre Grant comme instable et susciter des doutes sur sa direction, une tactique de diversion en plein milieu d'une tentative de prise de contrôle. Jules avait promis de gérer la situation et il l'avait cru, mais cela n'annulait pas les retombées. Le lendemain, Grant se rendit à l'école pour tenter de calmer les choses. Théo le rejoignit à l'extérieur, hésitant mais souriant, quand Grant signa « Bonjour ». Riley n'était pas là où elle rencontrait le personnel de l'école pour renforcer la sécurité. Grant s'accroupit à côté de Théo sur les marches, essayant de le faire rire à nouveau. Ça marcha un instant, puis Riley revint. Elle avait l'air épuisée et ne parla pas à Grant, se contentant de dire à Théo de prendre ses affaires en partant. Grant tendit la main, voulant dire quelque chose. Riley se tourna brusquement vers lui. « Tu avais dit que tu ne lui briserais pas le cœur. »« Je n'essaie pas, » répliqua-t-il, « d'arrêter de faire comme si c'était quelque chose que tu pouvais contrôler avec un chéquier. J'essaie de réparer ce que je peux. »« Eh bien, tu en as déjà assez brisé. » Ces mots tombèrent comme s'ils étaient destinés à l'être net et tranchant. Théo le vit, regarda l'un puis l'autre adulte, confus et tendu, puis s'éloigna en marchant rapidement et en silence. « Attends » appela Riley, mais il ne s'arrêta pas. La panique frappa fort. Grant se précipita après lui, criant son nom et scrutant chaque ruelle.
tandis que Riley prenait la direction opposée. Ils interrogèrent tout le monde qu'ils croisèrent, montrant une photo, agitant les bras pour attirer l'attention. En vain, Théo avait disparu. Il fallut près d'une heure avant que Grant ne repère une silhouette familière assise sur un banc près du parc, le même où tout avait commencé. Les jambes de Théo se balançaient légèrement, le dos tourné vers le chemin, les mains posées sur ses genoux. Grant ne se précipita pas, il s'approcha lentement, s'assit à quelques mètres et attendit. Au bout d'une minute, Théo signa « Tu te disputes encore ». Grant avala la boule dans sa gorge et signa en retour « Je sais. Je ne veux rien entendre si tout ce que j'entends, c'est des cris ». Grant l'observa. Le silence entre eux était lourd, puis il signa, plus lentement cette fois, « Alors nous ne nous disputerons plus. Tu entendras de la musique, des rires et le grésillement des pancakes, je te le promets. » Théo ne répondit pas tout de suite, il se pencha contre Grant comme lors de leur soirée puzzle et ferma les yeux. Grant le regarda, puis leva les yeux vers le ciel, comme si le vacarme du monde s'était adouci rien que pour eux. Il ne savait pas si cette promesse serait facile à tenir, mais il savait qu'il l'avait faite, et que cette fois, il la pensait vraiment. Riley ne fut pas immédiatement convaincu. Après le parc, après que Théo se fut endormi sur l'épaule de Grant et que la tension entre eux eut suffisamment cédé pour que le silence devienne supportable, elle attendit une journée entière avant de donner sa réponse. Elle s'assit à la table de la cuisine pendant que Grant arpentait le salon, son téléphone débordant de messages non lus et une carte d'embarquement qu'il n'avait pas encore réservée. Quand elle parla enfin, d'une voix posée, « On y va. J'ai parlé au médecin. S'il y a une vraie chance, je ne laisserai pas la peur m'arrêter. » La clinique en Suisse les accueillit à bras ouverts, avec une montagne de paperasse. Grant s'en occupa pour la plupart, tandis que Riley resta auprès de Théo à chaque évaluation. L'établissement se situait juste en dehors de Zurich, niché entre des rangées d'arbres et des collines qui paraissaient trop paisibles pour ce qui se passait à l'intérieur. Jules arriva aussi, insistant sur le fait qu'elle pouvait gérer l'Europe et l'entreprise, à condition d'avoir assez de caféine et de Wi-Fi, et elle avait en grande partie raison. Elle avait aussi fait sauter son adaptateur de voyage dès la première nuit et dû emprunter un chargeur à une infirmière qui parlait 4 langues, aucune d'elles n'étant celle des patients. Théo s'adapta plus vite que prévu. Les premiers jours furent longs, scan, test, évaluation de la parole, d'autres scans, mais il ne se plaignit jamais. Il était curieux, posant des questions au médecin via Riley et s'habituant peu à peu aux étranges rythmes de la vie en clinique. Grant resta proche. Il n'était pas toujours dans la même pièce, mais il était à proximité ou apportant à manger, contrôlant les signes vitaux, assistant à d'innombrables briefings sur le neuromapping et la compatibilité des implants. C'était plus d'informations qu'il ne pouvait en retenir, mais il en absorbait autant que possible. Le traitement n'était pas simple, la détérioration nerveuse était plus profonde que prévu, ce qui signifiait que les implants devaient être conçus de toutes pièces. Il y aurait plusieurs opérations, une longue convalescence, même ainsi, le succès n'était pas garanti. Pourtant, il ne fléchit pas. La première chirurgie d'implant était programmée une semaine après leur arrivée. Le matin même, Théo était calme, jouant avec un petit puzzle sur le sol de la salle d'attente, pendant que Grant et Riley, assis côte à côte pour la première fois depuis des jours, écoutaient Mater parler. Il ne restait plus grand-chose à dire. Lorsque les infirmières appelèrent Théo, il se leva et tendit la main aux 2 adultes. Ils l'accompagnèrent jusqu'à ce que les portes leur ordonnent de s'arrêter. Par la suite, Grant resta des heures près du lit de Théo, tandis que Riley partit chercher à manger, dormir, se vider la tête. Grant resta, observant chaque variation de respiration, chaque mouvement fugitif. Quand Théo ouvrit enfin les yeux et cligna en le regardant, il signa « Tu n'es pas parti ». Grant signa en retour « Plus jamais ». Les jours qui suivirent s'écoulèrent lentement mais régulièrement. L'enflure de Théo diminua, il commença à manger davantage, à parler plus. Ils regardèrent d'anciens dessins animés avec le volume bas et les sous-titres activés, quelque chose auquel Théo s'était habitué. Grant regarda chaque épisode, même ceux qui n'avaient aucun sens. Jules travaillait à un petit bureau près de la fenêtre, ordinateur portable ouvert, téléphone toujours en alerte. Elle le tenait au courant par intermittence. « Marcus rassemble des soutiens pour un vote », dit-elle un après-midi sans lever les yeux de son écran. « Ils pensent qu'en poussant pendant que tu es distrait, ils peuvent prendre l'entreprise sans convoquer une assemblée générale. » Grant ne répondit pas. Jules jeta un œil par-dessus son épaule. « Tu dois retourner sur place pour une journée. Tu peux venir et repartir en avion, il te suffit de dire ce qu'il faut dire, de leur montrer que tu ne t'en vas pas. »« Je m'en vais, je ne l'ai simplement pas encore annoncé, » répliqua-t-il. « Alors dis-le à ta façon, pas à la leur. »
Ce soir-là, après que Théo se fut endormi, Grant retrouva Riley sur le balcon de la clinique, les bras enroulés autour d'elle pour se protéger du froid. Il lui tendit un thé qu'elle n'avait pas demandé et s'accouda à côté d'elle. « Je dois retourner sur place pour une journée, juste une seule. » Elle ne le regarda pas, mais ne s'éloigna pas non plus. « Ils essaient de me remplacer. Tu crois que je m'en soucie ? » « Non, dit-il, je crois que je me soucie de la façon dont tout va se finir, pour un moment au moins. » L'air sentait le pain et quelque chose de sucré venant de la cafétéria. Grant prit une gorgée dans sa propre tasse et attendit. « Je me faisais cette image, » finit par dire Riley, « celle où tu restais, où nous l'élevions ensemble. Je réécrirais la même journée encore et encore dans ma tête. Les premiers pas, le premier signe, la première école, tu étais toujours là. Je ne méritais pas d'être là, tu aurais pu apprendre, je peux encore apprendre. » Elle se tourna vers lui, non pas avec un sourire, mais avec quelque chose qui s'en rapprochait, la paix. « Tu aurais été un bon père si tu étais resté. »« Je vais l'être, » dit-il. Non, elle ne répondit pas, mais ne se contesta pas. Le vol pour New York fut calme. Grant portait le même manteau qu'il avait laissé dans le placard il y a 2 semaines, maintenant un peu froissé et méconnaissable. Jules avait tout organisé, voiture, hôtel, lieu de réunion. La salle du conseil semblait identique, mais les personnes qui s'y trouvaient, non. Elles attendaient un combat. Il ne leur en donna pas. Au lieu de cela, il se posta en tête de table et parla simplement. « Vous voulez quelqu'un qui travaille 90 heures par semaine sans jamais cligner des yeux. Ce n'est plus moi. J'ai trouvé quelque chose de plus important que cette salle du conseil, et si cela pose problème, je ne me battrai pas pour garder ce siège. » Des murmures se firent entendre, des chaises se déplaçaient, quelques regards échangés, mais je dirais ceci. L'héritage, continua Grant, ce n'est pas une question de profit, c'est une question d'impact. J'ai passé des années à courir après les mauvais indicateurs, je ne passerai pas la prochaine décennie à faire la même chose. Si vous pensez que je peux encore diriger, je resterai jusqu'à ce que la transition soit fluide, mais je ne dirigerai pas cette entreprise au détriment de ma famille. Il quitta la table, laissant le reste se régler comme il pouvait. Quand il revint à Zurich, la 2e opération avait été programmée. Théo l'accueillit d'un petit signe et d'un geste indiquant « mauvaise nourriture » en pointant son plateau repas. Grant s'assit à côté de lui, sortit une barre chocolatée de son sac et la lui tendit. Riley se tenait dans l'encadrement de la porte, les observant avec un calme soulagement, tandis que Jules arrivait en traînant, jonglant avec passeports et plannings imprimés, marmonnant quelque chose à propos des restrictions de voyage et des pénuries de café. Le monde n'avait pas arrêté de tourner pendant son absence, mais ne l'avait pas laissé derrière non plus. Pour la première fois depuis des années, Grant avait l'impression d'avoir rattrapé son retard. La clinique paraissait différente au printemps. La neige avait fondu des toits, les arbres bordant la cour commençaient à fleurir, et le chant des oiseaux emplissait l'air chaque matin, des sons délicats et superposés que la plupart des enfants à l'intérieur ne pouvaient pas encore entendre, pas encore, mais bientôt. 4 mois s'étaient écoulés depuis la 2e opération et presque 1 an depuis que Grant avait vu Théo pour la première fois dans le parc. Le garçon avait grandi, son visage était devenu plus anguleux, ses mains plus agiles avec la science. Il signait encore tout par habitude, même si sa formation à la parole progressait. Le médecin déclara que c'était une bonne chose. Cela signifiait qu'il s'adaptait dans les 2 sens. Grant s'était lui aussi adapté. Il apprenait de nouveaux signes chaque semaine. Certains étaient ridicules, inventés entièrement par Théo qui insistait sur le fait qu'il y avait une différence entre les pancakes du petit déjeuner et ceux du dîner, et que chacun méritait son propre geste. Grant était d'accord, principalement parce que se disputer avec un enfant de 7 ans capable de surpasser une statue ne valait pas la peine, surtout pas maintenant. Ils se retrouvèrent à nouveau dans la même salle de clinique où tout avait commencé. Les lumières s'assombrirent légèrement, le médecin se tenait entouré d'une attente silencieuse, tandis qu'un technicien ajustait les réglages sur le petit panneau de contrôle fixé au mur. Vio était assis au centre, les écouteurs posés délicatement sur ses oreilles, les dispositifs implantés sous sa peau connectés à un réseau délicat de récepteurs. Ses yeux étaient vifs, ses doigts tapotaient nerveusement sur la coudoir. Riley se tenait derrière lui, une main reposant légèrement sur le dossier de sa chaise. Grant se pencha du côté opposé, observant chaque mouvement, chaque regard, chaque respiration. Aucun d'eux ne parlait. Un médecin s'avança, fit un petit signe au technicien, puis regarda Théo. Il brandit une carte sur laquelle était inscrit simplement « Écoute ». Tout se tut. Le technicien appuya sur un bouton et un mot résonna dans les écouteurs, doux et régulier. « Théo ». Le garçon se figea.
Le médecin répéta, un peu plus fort cette fois, « Théo ». Théo cligna des yeux, resta immobile, puis tourna lentement la tête vers le son. Sa bouche s'ouvrit, non par peur ou confusion, mais pour quelque chose d'autre, de plus proche de l'émerveillement. Le médecin sourit. « Est-ce que tu m'entends » Théo ne répondit pas. Ses yeux balayaient les personnes présentes, grands et brillants, puis se posèrent sur Riley. Elle s'agenouilla, lui coupa doucement le visage dans ses mains, et murmura quelque chose, non en signe, mais à voix haute, à peine audible. « Mon chéri, est-ce que tu m'entends » Le souffle de Théo se coupa, puis soudain, involontairement, il éclata d'un rire franc, lumineux, qui emplit l'espace comme un rayon de soleil, un rire qui n'avait besoin d'aucune traduction. Riley éclata en sanglots, le prit dans ses bras et le serra fort, tous deux tremblants. Grant s'avança, s'agenouilla à côté d'eux et les enveloppa de ses bras. Il ne dit rien au début, se contentant de tenir, puis murmura à l'oreille de Théo. « Bienvenue dans le vacarme, mon vieux. » Théo hocha la tête en riant encore. « C'est bruyant. » Grant sourit. « On s'y habitue. » L'équipe médicale se retira légèrement, certains applaudissant discrètement, d'autres s'essuyant les yeux. Jules se tenait près de la porte, filmant d'une main tremblante, faisant semblant de ne pas pleurer. « Je n'enverrai ça à personne, pour mon propre bien, » marmonna-t-elle, remettant maladroitement son téléphone dans son manteau. Plus tard cet après-midi-là, Grant se tint sur un podium dans l'atrium principal de la clinique. Des caméras étaient installées pour une petite conférence de presse, quelques journalistes présents ainsi que des familles et du personnel. Le directeur de la clinique prit la parole en premier, remerciant la fondation pour son don, les médecins pour leur innovation, les familles pour leur confiance. Puis Grant s'avança. Il n'était plus habillé comme un cadre, ni cravate, ni veste, juste un pull sombre, manches retroussées, et un microphone qu'il ajusta trop bas avant de le remettre en place. « Quand je suis arrivé ici, commença-t-il, je ne pensais qu'à ma propre histoire. J'avais peur, je ne savais pas comment faire partie de la vie de quelqu'un sans tout contrôler. Mais mon fils m'a appris que la meilleure chose que l'on puisse offrir à quelqu'un, ce n'est pas le contrôle, c'est la constance, la présence, un lieu où l'on peut être entendu. » Il fit une pause, jeta un regard vers le premier rang où Théo était assis entre Riley et Jules, avec des écouteurs autour du cou et un carnet de dessin sur les genoux. Cette clinique lui a offert quelque chose que je ne pouvais pas lui donner moi-même, l'accès à un monde dont il n'avait jamais entendu parler, et moi, l'opportunité de le voir le découvrir. C'est pourquoi j'ai décidé de financer intégralement l'expansion du programme et d'offrir mon soutien aux familles qui n'ont pas les moyens de se faire soigner. C'est le meilleur investissement que j'ai jamais fait, pas en bourse, mais dans quelqu'un qui n'a jamais cessé de m'attendre. La salle resta silencieuse un long instant, puis éclata en applaudissements. 2 semaines plus tard, de retour à New York, ils ne retournèrent pas aux Pantous de Grant, ce chapitre s'était refermé discrètement. Les lieux furent emballés, les clés remises à un agent immobilier. À la place, Grant avait acheté une modeste maison de ville, non loin de l'appartement de Riley, avec suffisamment d'espace pour que Théo ait sa propre chambre, une cour avec des briques inégales et une balançoire qui grinçait. Grant avait promis de la réparer, ce n'était pas extravagant, c'était le but. Vio commença l'école dans une nouvelle académie inclusive où il avait accès à la fois à la langue des signes et à l'orthophonie. Le personnel était formé aux technologies d'assistance et le programme incluait des cours de musique. Le premier jour, il rentra à la maison en fredonnant une chanson dont il ne connaissait pas encore les paroles, mais, comme le rythme de la plupart des matins, il commença par des pancakes. Maintenant, Grant n'arrivait toujours pas à les retourner correctement, peu importe le nombre de tutoriels qu'il avait regardés, il blâmait la cuisinière, Riley blâmait sa technique, Théo blâmait les deux. Ils avaient trouvé un rythme désormais, désordonné, imparfait, réel. Un samedi, la cuisine sentait la pâte brûlée. Grant était à la cuisinière, essayant de sauver un pancake collé avec une spatule qui n'était définitivement pas le bon outil. Théo entra, regarda la poêle puis Grant. « Tu es interdit de cuisinière. » Grant le regarda, tout à fait sérieux, « C'est de la calomnie, je m'améliore. » Riley apparut dans l'encadrement de la porte, tasse de café à la main. « Tu viens d'utiliser de l'huile d'olive sur une poêle anti-adhésive. » Grant pointa la spatule vers eux, « Trahison dans ma propre maison. » Théo sourit. « C'est de la musique à mes oreilles. » Les mois passèrent et le rythme de la vie se transforma en quelque chose de stable. La maison restait chaude malgré le changement des saisons, et les matins commençaient non plus par le chaos, mais par l'odeur du pain grillé ou des pancakes et le son de la musique s'échappant de la cuisine. Grant avait finalement accepté qu'il n'était pas fait pour être le cuisinier de la famille,
mais il essayait encore tous les quelques week-ends, au grand désarroi de Théo. Riley avait recommencé à enseigner dans un petit centre communautaire près du parc, et le reste de ses journées se passait dans son atelier, pieds nus, la peinture aux mains, la radio jouant toujours doucement en fond sonore. Grant travaillait quand il le fallait, mais la plupart de ses heures étaient désormais occupées par des marches jusqu'à l'école, des courses avec Théo et des après-midi d'aide aux devoirs qu'il comprenait à peine. Théo avait 9 ans maintenant, un peu plus grand et plus sûr de lui que l'année précédente. Son audition s'était installée dans une plage fragile mais fonctionnelle. Il y avait encore des jours où le bruit ambiant le submergeait, quand il avait besoin de silence pour se ressourcer, mais il y faisait face avec une patience tranquille qui faisait souvent oublier aux adultes combien il était jeune. Il parlait désormais avec soin mais clairement, choisissant parfois ses mots, parfois signant, souvent les deux. Sa voix avait une douceur, comme si elle apprenait encore son poids dans le monde. Un matin, Grant entra dans la cuisine et trouva un petit carnet ouvert sur le comptoir. Au début, il pensa qu'il s'agissait des devoirs, mais en le prenant, il vit le titre inscrit en haut de la première page, au feutre vert vif, mais son préféré. Les entrées étaient courtes, éparses, écrites à moitié en lettres moulées, à moitié en cursif, des oiseaux se battant pour des miettes, papa essayant de dire le mot mozzarella, la pluie sur ma capuche quand le micro-ondes sonne et que j'ai déjà oublié que j'avais faim. Certaines pages comportaient des dessins à côté, des bonhommes allumettes, des chats mal dessinés, un gribouillage d'un pigeon criant près d'une version minuscule de Jules tenant un parapluie. Grant feuilleta lentement les pages, un pouce caressant la reliure. Il trouva une page où il était écrit « Maman fredonne quand elle peint, elle ne se rend pas compte qu'elle le fait ». Et une autre « Le clic quand quelqu'un éteint le monde ». Vers le milieu, une page disait simplement « Rire ». Il referma le carnet et resta un instant immobile, puis le remit exactement à sa place. La même semaine, Théo demanda à visiter son ancienne école, non par nostalgie, il ne le formula pas ainsi, mais parce qu'il voulait montrer aux autres enfants que les choses pouvaient changer. L'école organisa une courte visite, par un après-midi calme. Grant et Riley l'accompagnèrent, se tenant juste à l'entrée d'une petite salle de classe, tandis que Théo s'asseyait au premier rang, les mains croisées, son sac à dos reposant à côté de sa chaise. Il salua la classe avec un mélange de signes et une parole lente, expliquant ce que les implants avaient fait, ce que cela faisait d'entendre des sons pour la première fois, et ce qui lui faisait encore peur. Il leur dit que le pire son, jusqu'à présent, était le crissement des chaises traînées sur le sol, et le meilleur, le rire de sa maman. Il enleva son appareil cochléaire et le fit passer parmi les élèves, répondant à chaque question avec honnêteté, parfois avec humour, jamais avec supériorité. Ce furent ses anciens camarades de classe, et il se sentait encore, en quelque sorte, chez lui. Grant observa depuis l'encadrement, les bras croisés mais la posture détendue. Riley s'appuya contre le mur à côté de lui, silencieusement fier. Pendant la présentation, ils ne parlèrent pas, il n'y avait rien à ajouter. En sortant de l'établissement, Théo signa « J'étais nerveux ». « Tu n'avais pas l'air nerveux », répondit Grant. Théo haussa les épaules. « Tu as fait du bon travail », ajouta Riley. Théo ne répondit pas, mais il sourit en fourrant ses mains dans ses poches. Ce week-end-là, Grant suggéra de passer la journée dehors. Théo accepta immédiatement, à condition que cela n'implique pas de longues randonnées ou quoi que ce soit nécessitant de la crème solaire. Ils prirent le métro jusqu'en ville et se promenèrent dans le jardin botanique, le même, jadis, Grant avait été frappé à la poitrine par une pomme de pin rebelle. Théo reconnut le banc, le montra, puis inventa un nouveau signe pour embuscade de pommes de pin, qu'il utilisa pour le reste de la journée. Il déambulait lentement dans le jardin. Théo s'arrêtait souvent pour écouter, vraiment écouter, le bruissement des feuilles au-dessus d'eux, un écureuil fouillant dans le gravier, le vent caressant les branches, chaque son, autrefois une simple vibration, était devenu une texture, superposée et vivant. Parfois, il sursautait lorsqu'un bruit le surprenait comme un bus freinant brusquement au trottoir, mais la plupart du temps, il restait immobile, les yeux fermés, attendant que tout traverse son être. À un moment donné, ils se retrouvèrent près d'une petite fontaine où deux enfants poursuivaient des canards. Théo prit la main de Grant et l'attira à son niveau, puis murmura « Apprends-moi à siffler ». Grant essaya, Riley se joignit quelques minutes plus tard pour donner de meilleurs conseils. Théo s'exerça pendant une demi-heure jusqu'à ce qu'un faible sifflement s'échappe enfin de ses lèvres. Il sourit, comme s'il venait de remporter un trophée, puis recommença encore et encore jusqu'à pouvoir le faire sans aide. Plus tard, ce soir-là, ils s'assirent sur le porche de la maison de ville. La brise était plus fraîche, comme l'été penchait vers l'automne.
Riley avait les pieds posés sur la rambarde, Grant avait un livre ouvert sans le lire, et Théo était allongé sur une couverture, la tête appuyée sur une veste pliée, un crayon dans une main et son carnet de sons dans l'autre. « As-tu un son préféré » demanda-t-il sans lever les yeux. Riley répondit en premier, « Toi, quand tu ris ?» Théo fit un petit hochement de tête. « D'accord, c'est pas mal. » Il jeta un coup d'œil à Grant. « Et toi, quoi ?» Grant ne répondit pas immédiatement, puis dit, « Ce moment de calme, juste avant que tu ne dises quelque chose d'extraordinaire. » Théo renifla. « C'est rare, ce qui le rend encore plus précieux. » Théo tourna la dernière page de son carnet, celle qu'il avait laissée vide pendant des mois. Il la fixa un moment, puis dit, « Je crois que je la garde. » « Pourquoi » demanda Riley. Il haussa les épaules. « Pour les sons que je n'ai pas encore entendus. » Ils ne dirent plus rien. Le ciel s'assombrit et les lumières du porche s'allumèrent automatiquement. À quelques pâtés de maison, un chien aboya 2 fois. Quelque part non loin, une radio diffusait quelque chose d'ancien et de craquelé. Le monde bourdonnait et respirait autour d'eux, vivant de manière que rien ne l'avait jamais atteint auparavant. Plus tard, ils déroulèrent une couverture et l'étirèrent sur la cour. Les 3 s'allongèrent côte à côte, face aux étoiles. Vio pointa du doigt les constellations qu'il ne se souvenait qu'à moitié et Riley le corrigea de temps en temps, tandis que Grant ajoutait des commentaires qui n'avaient rien à voir. Concernant l'astronomie et tout ce qui touche à l'imagination, au-dessus d'eux le ciel restait silencieux, en dessous le gazouillis des grillons emplissait la nuit, plus de silence, seulement la paix, la chaleur et la douce musique d'un monde redécouvert. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de laisser un like, cela aide vraiment la chaîne et si vous voulez plus d'histoires réconfortantes et émouvantes comme celle-ci, cliquez sur le bouton s'abonner et activez les notifications pour ne jamais manquer un téléchargement. Faites-moi savoir dans les commentaires ce que vous avez pensé de celle-ci, j'aimerais beaucoup connaître vos réactions. Merci de regarder et je vous retrouve dans la prochaine histoire.